l'extrémité de la péninsule du Yucatan au Mexique, dans une région appelée la Riviera Maya, Tulum est un rare site archéologique qui fait face à la mer. La cité côtière de Tulum était une forteresse de commerçants dont la fondation semble remonter à l'an 564, comme l'indiquent certaines inscriptions. Mais la majeure partie des vestiges date de la période post-classique tardive, c'est-à-dire au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Tulum est un mot maya signifiant clôture, ce qui se comprend aisément avec les épaisses murailles protectrices qui entourent la cité. Sur 3 côtés, les fortifications encerclent le secteur principal de l'antique cité qui comprend la majeure partie de l'architecture monumentale, avec des temples, des hôtels, des tombes et les édifices des dirigeants de la ville. Le temple des fresques est le plus intéressant et le mieux conservé. La façade arbore une double moulure ornée de rosaces, de figures humaines et de spirales entrelacées. Selon les archéologues, il s'agit d'êtres surnaturels vivant dans l'inframonde et qui, selon la croyance, favorisaient l'agriculture et la croissance de la végétation. Ces fresques, qui étaient peintes en bleu et en blanc, constituent l'un des témoignages picturaux les plus importants de la période maya. Le Castillo, lui, est le bâtiment le plus impressionnant du site. C'est lui que l'on voit dominant la mer des Caraïbes. La construction du sommet comprend 2 pièces et 3 ouvertures soutenues par 2 colonnes en forme de serpent. Il a été érigé sur un ancien temple qui lui sert depuis de soubassement et sa façade faisant face à la mer est entièrement protégée. Plus loin, le temple du dieu descendant se compose d'une petite plateforme sur laquelle fut construit un temple ne comprenant qu'une pièce. Y figurent des personnifications du dieu de la pluie, du dieu solaire ou de la déesse lunaire. Le Palacio est la maison du grand seigneur. Communiquant avec la rue principale de Tulum, sa façade principale présente un portique avec 6 entrées formées par 4 colonnes. L'édifice présente au total 13 entrées et il est le plus grand de la cité. L'entrée principale de la maison des colonnes est, elle aussi, formée par 4 colonnes qui soutenaient un toit. Sur un mur est représentée une divinité. L'édification de Tulum, sur le point le plus élevé de la côte, et son système de murailles défensives l'ont placé comme un lieu inévitable pour l'exploitation des importantes ressources maritimes de la région et pour le commerce et les échanges vers les autres cités mayas. Dont Coba, situé à une quarantaine de kilomètres. Il s'agit du site le plus important de la péninsule du Yucatan qui s'étendait sur 70 km² et aurait eu une population de 50 000 habitants lors de son apogée. La cité a été occupée dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, comme l'indiquent des traces de plateformes basses et de constructions en bois et en palmier. Néanmoins, la plupart des monuments de la cité furent construits à l'époque classique de la civilisation maya, entre 500 et 900 après Jésus-Christ. Le site de Coba est structuré en différents ensembles reliés entre eux par des allées empierrées. Le premier permet d'apprécier un temple de 25 mètres de hauteur, ainsi qu'un jeu de pelote bien reconnaissable avec ses anneaux dans lesquels la balle devait passer. Sur ces murs se trouvent quelques représentations gravées de prisonniers. Sur le site ont été découverts plus de 30 stèles, autels et panneaux en calcaire datés du 7e siècle et qui représentent des dignitaires. Un ensemble d'édifices de dimension modeste et remarquable, car il regroupe les monuments les plus récents de Coba, construits durant le post-classique récent au XIVe siècle. Appelé Ensemble des peintures, son nom fait allusion aux fragments de fresques observés sur le temple principal du groupe. Ce temple, avec ses annexes, a été construit avec les pierres de taille et les matériaux de temples plus anciens. Le temple du groupe de Nookmul surmonte, lui, une des pyramides les plus hautes de toute la région.
En maya, Nookmul signifie « le grand massif ». La pyramide fut construite durant le Classique ancien vers le 5e siècle, certainement pour célébrer le pouvoir sacré des dignitaires de Koba et pour servir de dernière demeure aux membres de la lignée dirigeante. Le temple du sommet, lui, a été construit 800 ans plus tard. Un autre ensemble appelé Makan Ksok se compose de plateformes basses avec de petits temples et autels. Ici, l'on trouve des stèles commémoratives d'événements touchant les membres des classes dirigeantes de Koba, dont certains furent des femmes. On pense qu'il s'agit d'un site dédié à des cérémonies funèbres. Après l'an 1000, la cité perdit de son importance politique, mais semble avoir conservé une grande importance symbolique et religieuse qui lui a permis de renaître entre 1200 et 1500 jusqu'à l'arrivée des conquistadors espagnols. Situé dans une forêt, le site de Koba a un caractère sauvage et naturel qui donne véritablement aux visiteurs la sensation d'être un explorateur. Située à 30 km au nord de Paris, l'abbaye de Royaumont fut fondée en 1228 par le roi Saint-Louis. Construite en moins de 10 ans et richement dotée par le royaume de France, elle connut un grand rayonnement au XIIIe siècle. Plus de 100 moines vivaient ici dans la prière et le travail, sans compter les frères convers qui assuraient le lien entre la vie religieuse et la vie civile. Suite à la Révolution française de 1789, l'abbaye fut alors transformée en filature de coton et l'église détruite afin d'utiliser ses pierres. Les vestiges de cette église disparue laissent imaginer un très grand édifice monumental que l'on comparait à une cathédrale. On peut penser qu'elle était utilisée pour des grandes cérémonies liées à la vénération des reliques et des grands pèlerinages. Le seul élément qui subsiste est cette tourelle qui doit sa solidité à son escalier intérieur à vis, qui lui donne comme une sorte de colonne vertébrale. On aurait eu recours à 200 bœufs attelés aux colonnes de l'église pour l'ébranler et la faire tomber. Quelques pierres restantes ont été agencées pour que les visiteurs puissent avoir un aperçu de l'ancienne structure qui jouxtait le cloître. Avec l'église, c'est donc le cloître qui constitue le vrai centre de la vie monastique. Celui de Royaumont est l'un des plus vastes en France. C'est un faux carré qui fait presque 50 mètres de chaque côté. Tout autour s'articulent tous les bâtiments monastiques. L'église, bien sûr, mais aussi le bâtiment des moines, l'ancien réfectoire et les anciennes cuisines. Les 4 galeries qui entourent le jardin se composent de 9 travées chacune avec de belles voûtes en forme d'ogive. C'était donc un espace de circulation qui desservait chaque bâtiment, qui étaient tous étanches les uns par rapport aux autres, mais aussi un lieu de déambulation, de méditation et de lecture. Classé monument historique, le très beau jardin du cloître de l'abbaye a été restauré au début du XXe siècle. Sans archives sur cet ancien jardin, il a été recréé comme un jardin à la française, néoclassique, typique de la Renaissance, avec des parterres de buis géométriques. L'eau au centre réunit les 4 parties qui font référence au fleuve du Paradis.
La vie monastique était très réglementée. Si l'heure des prières rythmait bien évidemment les journées, celle des couchers, des levées et des repas était également fixée par la règle. Un seul repas par jour était servi dans le réfectoire et la viande était interdite dans les assiettes. Le réfectoire des moines a aussi une très belle architecture, très fine, très élancée, avec des grandes colonnes monolithes. Le repas se faisait en silence, pendant que sur la chaire, un lecteur lisait des textes saints. Le sol a été reconstitué avec un dallage polychrome inspiré du XIIIe siècle et fabriqué artisanalement. Attenante au réfectoire des moines de chœur, la cuisine possède, elle, un voûtement bas, soutenu par 4 piliers massifs dont les chapiteaux sont ornés de motifs végétaux. Dans une niche, une vierge allaitante du XIVe siècle a été baptisée la Vierge de Royaumont. Cette cuisine était en position centrale avec plusieurs cheminées. Il fallait en effet servir près de 250 repas par jour. Car s'il y avait ici environ 110 moines de chœur, il y avait également autant de moines convers qui faisaient le lien entre la vie monacale et la vie extérieure. Les frères convers avaient donc leur propre réfectoire. Ces moines ne faisaient pas les mêmes vœux que les moines de chœur. Ils pouvaient sortir et s'occuper notamment des travaux agricoles, de l'exploitation des forêts, des moulins et des pêcheries. C'était donc à la fois une activité de subsistance et une activité de mise en valeur de l'abbaye. Ici aussi, l'architecture gothique est très sobre et très stricte, un style propre aux cisterciens. Ensuite, du côté ouest, on avait des bâtiments plus fonctionnels, comme celui des latrines par exemple. C'est un édifice qui est construit au-dessus d'un canal. Pour comprendre ce bâtiment, il faut savoir que la règle cistercienne était très stricte. Les moines se levaient tous à la même heure, priaient à la même heure, mangeaient à la même heure et donc allaient aux toilettes à la même heure. D'où le grand nombre de latrines, 32, qui surplombent le canal qui passe au rez-de-chaussée juste en dessous. Après son apogée au XIIIe siècle, l'abbaye va décliner. La guerre de 100 ans, les famines et les pillages vont petit à petit vider le lieu jusqu'à la Révolution française, où l'église sera donc démolie. Au XIXe siècle, l'abbaye sera même transformée en filature de coton et des roues implantées dans les canaux restituaient l'énergie nécessaire aux machines. La filature fera faillite. Et finalement, en 1905, l'abbaye est alors vendue à la famille Gouin, de riches industriels. Après y avoir habité et mis le lieu à disposition de la Croix-Rouge durant la Première Guerre mondiale, un des descendants, Henri, décide d'ouvrir les portes de Royaumont aux artistes et intellectuels. C'est la création de la Fondation Royaumont. Grâce à lui et à son épouse, l'abbaye est aujourd'hui devenue un centre de rencontres et d'échanges majeurs internationalement reconnu pour plusieurs générations d'artistes et d'intellectuels dans les domaines des sciences humaines, de la musique et de la danse. Après avoir été une abbaye cistercienne qui a rayonné au temps de Saint-Louis et traversé l'histoire de France durant 800 ans pour le meilleur et pour le pire, Royaumont est donc aujourd'hui un centre culturel de renommée internationale. Chaque année, plus de 300 artistes de la musique et de la danse, triés en fonction de stricts critères d'excellence, viennent ici pour se perfectionner auprès de formateurs reconnus tant pour leur qualité artistique que pour leur capacité à transmettre et à inspirer. Inspiration qui, par défaut, était la vocation première de ce lieu où l'âme s'élevait pour le bien de l'humanité. À
À 150 km au nord de Madurai, sur la rivière Kolidam, c'est l'heure des ablutions pour les hindous de la ville de Trichy. La particularité géologique de cette ville est son bloc rocheux monolithique haut de 83 mètres qu'il faut gravir à l'aide d'un escalier bien raide, mais qui offre une vue imprenable sur la ville, autre grande mégapole de l'État du Tamil Nadu de plus de 1 million d'habitants. Au sommet du rocher, un temple est dédié à Ganesh. La ville abrite plusieurs monuments notables, dont des bains et une église chrétienne. Mais le plus célèbre est certainement le temple de Sri Rangam, le plus grand temple de l'Inde. Ce temple hindou consacré à Vishnu a une tour d'entrée qui s'élève à 72 mètres avec 11 niveaux qui se rétrécissent jusqu'à son sommet. Il y a 21 gopurams disposés sur les 7 enceintes qui enserrent le temple, tous richement décorés. À l'entrée, des religieux mendiants invoquent les dieux en faisant des offrandes. Ici aussi, de nombreuses échoppes dédiées à la restauration ou à la vente des fleurs occupent les 2 premières des 7 zones délimitées par les 7 enceintes. Au-dessus d'une des entrées, un relief montre une des formes de Vishnu en train de se reposer sereinement. Sur un côté, un éléphant rappelle que Ganesh, le fils de Shiva, est le dieu du savoir et de l'intelligence. Le temple occupe une surface de plus de 6 hectares, ce qui en fait le plus grand temple hindou du monde encore en activité. Un des gopurams n'a jamais été peint. Il laisse imaginer le travail nécessaire à la décoration d'un tel bâtiment. Outre les 21 tours, le complexe religieux possède 39 pavillons, 50 sanctuaires et une formidable salle des 1000 piliers qui sont en réalité 953. Elle a été construite au XVe siècle, sur le site de l'ancien temple. Les piliers sont ornés de sculptures de chevaux portant des soldats sur leur dos et piétinant des démons. Des millions de pèlerins sont accueillis ici tout le long de l'année. Chaque jour, 200 d'entre eux sont nourris gratuitement grâce aux oboles récoltés, oboles qui servent aussi à l'entretien du temple. Dans ce temple labyrinthe, chacun peut trouver une idole ou un dieu à qui se vouer. C'est un ballet incessant entre les salles et les couloirs avec leurs pilastres finement travaillés, surmontés de chapiteaux, débordant de sculptures et de plafonds colorés. Le complexe abrite des sanctuaires de dizaines de formes différentes de Vishnu, devant lesquels chacun vient y émettre un vœu en y laissant une offrande. Plus on franchit les enceintes, plus les lieux sont sacrés et le Saint des Saints n'est ouvert qu'en de rares occasions. Des sculptures placées dans des niches des 3 côtés des murs du sanctuaire en gardent l'entrée. L'origine du temple remonterait donc au début de notre ère, mais il représente une évolution architecturale tout au long des 2 millénaires jusqu'au XIXe siècle. Son large éventail de fonctionnalités et de culte a été développé au cours des siècles avec les contributions des différents dirigeants et des dynasties, tous captivés par la beauté et la sérénité du site. Non loin, également situé sur une île de la rivière, Tiruvannaikaval est un temple dédié, lui, à Shiva. Il dispose de 5 murs concentriques et de 7 gopurams. Celui de l'entrée principale comporte des idoles sur ses 7 niveaux et la légende dit que Shiva lui-même aurait aidé les ouvriers qui ont construit le mur de l'enceinte extérieure. Dans la religion hindoue, les éléphants sont sacrés. Domestiqués et décorés aux couleurs des dieux, ils bénissent les fidèles de leur trompe pour quelques pièces dans certains temples. C'est le dieu le plus populaire de l'hindouisme,
fils de Shiva, le dieu du cosmos. Dans le sud de l'Inde, ce temple est l'un des 5 grands temples de Shiva qui représentent les 5 éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau et l'espace. Celui-ci représente l'eau. C'est un roi Chola, la grande dynastie du sud de l'Inde, qui l'a fait construire au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le temple reflète le corps humain et l'idole de Shiva est considérée comme son âme. Il y a beaucoup de légendes intéressantes à propos de ce temple. Lors de la construction de la 5e enceinte, le roi n'avait plus d'argent pour payer ses ouvriers. Il rêve alors que Shiva lui ordonne de poursuivre les travaux. Ne sachant comment faire, un saint se présente et donne une pincée de cendre à chaque maçon. La cendre se transforma alors en poudre d'or et le roi ne put alors qu'admettre que le saint était le Dieu lui-même. Depuis, cette enceinte est la plus sacrée du temple qui génère aujourd'hui une grande dévotion dans le sud de l'Inde. Autour du temple, de multiples artisans fabriquent des idoles pour les pèlerins en visite. Ici, un forgeron moule des statuettes en bronze à l'effigie du dieu vénéré. Le parc national de la Vallée de la Mort est situé à l'est de la Sierra Nevada, à cheval sur la Californie et sur le Nevada. Avec plus de 13 600 km², cette zone aride est le plus grand parc national américain en dehors de l'Alaska. Encadrée par les chaînes Panamint et Amargosa, la Vallée de la Mort accueillait encore, il y a un peu plus de 10 000 ans, un grand lac qui couvrait presque tout le fond de la vallée. Après l'ère glaciaire, ce lac a disparu par évaporation, car la zone est protégée par les montagnes et il ne pleut ici que très rarement. Au centre de la vallée, une étonnante tache verte surgit dans ce paysage totalement nu, Furnace Creek. Le ruisseau de la Fournaise est un point de passage obligé pour qui veut explorer la vallée. On y trouve aussi des vestiges du temps de l'exploitation du borax, qui était utilisé dans la fabrication du verre et dans la métallurgie. Le tout fossilisé dans le sable, car Furnace Creek fait partie des lieux sur Terre où il fait le plus chaud, souvent au-dessus de 50 degrés Celsius. On y trouve également les traces des premiers découvreurs de la Vallée de la Mort en 1849. Ce groupe de pionniers s'aventura dans ce désert sans en connaître les pièges et fut contraint d'abandonner ses 25 chariots et de sacrifier les attelages pour se nourrir et rester en vie. Mais les temps ont changé, et les montures aussi. Topographiquement, la Vallée de la Mort présente le plus grand intervalle d'altitude de la partie continentale des États-Unis. Le fond de la vallée, à 85,5 mètres sous le niveau de la mer, côtoie des montagnes qui s'élèvent à plus de 4000 mètres. La Vallée de la Mort est recouverte de dunes sur seulement 1% de sa superficie. Elles n'en sont pas moins célèbres, car elles ont souvent été utilisées par le cinéma dans de nombreux films,
comme dans la série Star Wars. Si la hauteur de sable atteint les 40 mètres en moyenne, quelques dunes atteignent quand même une hauteur de 200 mètres. Zabriskie Point offre une vue spectaculaire sur un ensemble de collines ravinées aux couleurs changeantes. Il s'agit ici d'un ancien lac formé il y a environ 9 millions d'années. Au cours de l'existence du lac, les sédiments sous la forme d'une solution saline de boue, de gravier et de pluie de cendres de l'époque volcanique se sont amassés dans le fond. Quelques millions d'années plus tard, en s'évaporant, l'eau du lac laissa derrière elle un épais dépôt composé de saumure et de borax. Sa surface est aujourd'hui entièrement scarifiée par des rills, qui sont des incisions étroites et superficielles provoquées par l'érosion consécutive au ruissellement. Sous certaines conditions, ils peuvent même former un réseau hydrographique en creusant une ravine, un ruisseau ou même une rivière. Non loin, dans les Badlands, le site de Artist Palette, la palette de l'artiste, porte bien son nom. L'érosion qui a sapé les différentes roches et sédiments laisse apparaître toute une palette de couleurs qui montre la diversité des matériaux et l'oxydation des métaux qu'ils contiennent. Le rouge, le rose et le jaune proviennent de sel de fer. Le vert est une décomposition du mica et le violet provient du manganèse. Si l'on gravit la chaîne des montagnes noires, on découvre un panorama magnifique sur la partie centrale de la vallée de la mort. De ce point culminant à 1676 mètres au-dessus du niveau de la mer, on peut voir le bassin de Badwater, les mauvaises eaux où se trouve le point le plus bas des États-Unis. La plaine de Badwater est certainement le milieu le plus inhospitalier des États-Unis. Cet ancien fond de lac salé se situe à 86 mètres sous le niveau de la mer. C'est aussi le lieu qui détient le record du monde de chaleur, avec 56,7 degrés Celsius, relevé le 13 juillet 1913. Le Devil's Golf Course, terrain de golf du diable, lui aussi porte bien son nom. C'est une zone de boue salée qui a formé des grumeaux où le sel s'est cristallisé en formant un chaos acéré. Cette formation est assez récente à l'échelle géologique. En effet, l'évaporation du lac responsable de cette œuvre s'est produite au début de notre ère. Dans le flanc nord-ouest de la vallée, le site de Mosaic Canyon, le canyon des Mosaïques, est un petit canyon qui tire son nom des sédiments remplis de roches dolomites qui en forment les bords. Ce canyon a été formé par un processus alternatif de creusement et de remplissage avec des périodes d'érosion rapides et de longues périodes de dépôt et d'épaississement. Le Golden Canyon, lui aussi, dévoile d'intéressantes formations géologiques. S'y dressent des falaises rouges érodées par le vent et la pluie. La vallée de la mort offre décidément une bien belle palette de couleurs et de sensations, étendue infinie où le temps semble s'arrêter. En tant que capitale d'État,
Madrid abrite la plupart des institutions politiques du pays, dont le Palais Royal, le siège du gouvernement et le Parlement. Également ville d'art, ses trois principaux musées, celui du Prado, de la Reine Sofia et du Thyssen-Bornemisza, sont nommés le Triangle d'or de l'art et comptent parmi les plus visités au monde. En ville, la Gran Via, la Grand Rue, est l'avenue la plus importante du centre historique. Elle regroupe de nombreux cinémas, théâtres, hôtels, grands magasins ou banques, le tout dans un style néoclassique. C'est en 1886 que l'architecte Carlos Velasco Penedo proposa un projet de Gran Via à la municipalité. Offrant un large éventail de styles qui vont de l'art déco new-yorkais à l'architecture haussmannienne française, la Gran Via est considérée comme une vitrine de l'art urbain, s'étendant de la belle époque des années 1920 jusqu'aux années 50. La place principale, ou Plaza Mayor, elle est une place beaucoup plus ancienne de Madrid. Elle fut commandée par Philippe II, le fondateur de la capitale, et construite pendant le règne de l'empereur Philippe III, son fils. Entourée de grands bâtiments dont la Casa de la Panadería, elle est surplombée par 237 balcons. La statue équestre de Philippe III, réalisée par Jean Bologne en 1616, trône au centre de la place. Côté nord de la place, la maison de la boulangerie est un immeuble de 4 étages couronné de tours angulaires. L'immeuble, originellement construit en bois et dédié à la fabrication du pain, a été construit en même temps que la place et par le même architecte. L'édifice a brûlé plusieurs fois et a finalement été reconstruit en pierre. Aujourd'hui, ces locaux sont occupés par l'Office du tourisme de Madrid. La Puerta del Sol, la Porte du Soleil, est l'une des places les plus connues et les plus animées de Madrid. Entre les XVIIe et XIXe siècles, la place devint un important lieu de rendez-vous, mais aussi de commérage. Ici, on échangeait toutes les informations relatives à la ville et à ses habitants. En son centre se trouve la statue équestre de Charles III, qui fut un roi philosophe et philanthrope au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Même si elle est piétonne aujourd'hui, cette place ovale est le point zéro de toutes les routes en Espagne. Beaucoup plus ostentatoire, le Palais Royal, situé sur la place de l'Orient au cœur de la capitale espagnole, est la résidence officielle du roi d'Espagne. Il s'agit d'un palais aux fonctions uniquement protocolaires, le roi Felipe VI et sa famille n'habitant pas là. Le palais fut construit vers 1750 et il est l'un des plus grands de toute l'Europe occidentale, après celui du Louvre en France. Il compte plus de 2800 pièces, dont 50 sont ouvertes au public. De plus, il a été décoré par les plus grands artistes de l'époque, dont Velázquez, El Greco, Pierre-Paul Rubens, Tiepolo, Mengs, Le Caravage et Goya. Parmi les pièces que l'on peut visiter, la salle du trône est impressionnante avec ses fresques de Mengs. La pièce est restée dans le même état qu'au XVIIIe siècle. La salle à manger, elle, pouvait accueillir jusqu'à 150 convives. Et la chambre royale, magnifiquement tapissée, possède des fresques de Velázquez et des tableaux du Caravage et de Goya. Le travail de décoration du palais, qui a nécessité la venue des plus grands artistes européens, est une véritable œuvre d'art à la hauteur de celle qu'est le château de Versailles en France.
La place de l'Orient, qui fait face au palais, enserre un jardin à la française soigneusement taillé, avec les statues des premiers rois d'Espagne qui devaient, à l'origine, être fixées sur la corniche supérieure du palais. Mais se révélant trop lourdes, elles ont été déplacées ici. Toujours dans le centre historique de la capitale, la Plaza de la Villa est l'un des ensembles monumentaux les mieux conservés. Ce fut l'un des premiers noyaux de population du Madrid médiéval et en son centre se trouve une statue du plus grand amiral de la flotte espagnole au XVIe siècle, Álvaro de Bazán. Sur le côté, la maison Cisneros a été construite dans le style plateresque, c'est-à-dire que la pierre est travaillée comme de l'orfèvrerie. Venir aujourd'hui à Madrid est véritablement une très bonne surprise. Avec un patrimoine culturel très riche et un mode de vie très original, la capitale espagnole a beaucoup d'atouts pour séduire le visiteur exigeant. Suzhou est l'une des plus anciennes villes de Chine qui compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants. Dès le XIIIe siècle, Suzhou était connue pour être la capitale de la soie, dont elle était le centre industriel avec sa célèbre école de broderie. Si la ville s'est modernisée, elle n'en a pas moins gardé un cachet authentique dans son quartier historique, avec ses ruelles bordées de maisons à l'architecture traditionnelle, ses petites échoppes et ses boutiques en tout genre. Construite au bord d'un lac et à l'embouchure d'un fleuve, la ville possède de nombreux canaux qui l'ont fait baptiser la Venise de l'Est. Les deux villes sont d'ailleurs jumelées. Marco Polo aurait d'ailleurs dit que Suzhou possédait plus de 6000 ponts pour les enjamber. C'était certainement exagéré. De nos jours, la ville en possède environ 160, et autant en périphérie. Leur visite est un régal car ici, pas une voiture, pas une boutique, juste des petits bateaux qui servent au déplacement ou aux promenades romantiques. La ville de Suzhou possède de nombreux jardins renommés, dont 9 font partie de la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, car ils sont particulièrement représentatifs du paysagisme classique chinois. Ils ont des noms très imagés, comme celui de la politique des simples, de la retraite du couple, de la retraite et de la réflexion, de l'harmonie, du maître des filets. Ou, comme ici, le jardin du couple retraité, ou jardin de la retraite du couple, est situé près de l'extrémité de la vieille ville, le long du canal de l'Est. Loin des attractions touristiques massives que constituent les autres jardins de la ville, il est traversé par plusieurs petits cours d'eau sinueux et a un charme unique, de par son ambiance et son environnement. Il comporte de nombreux pavillons et, ici aussi, les ponts en zigzag règnent en maître. Il se singularise par la beauté des arbres, quoique peu nombreux, qui embellissent le parcours et par ses magnolias et ses camélias. À l'origine, ce jardin était un jardin privé appartenant à un officiel de la dynastie des Qing. Ces appartements, aujourd'hui transformés en musée, recèlent de belles œuvres d'art des différentes dynasties chinoises.
Le jardin du Maître des Filets est, lui, l'un des 4 jardins les plus connus de la ville. Il a été aménagé au XIIe siècle, puis laissé longtemps à l'abandon. Il a été restauré au XVIIIe siècle. Malgré le fait que ce jardin soit de petite taille, à peine plus d'1 hectare, ce jardin représente très bien le style des jardins chinois. Il est divisé en 3 parties distinctes. Une zone résidentielle, un jardin intérieur avec une cour et le jardin lui-même dans lequel on peut découvrir un étang entouré de pavillons et de kiosques qui possèdent un magnifique mobilier en acajou. Ainsi qu'une belle collection de céramique. Ce jardin comporte lui aussi des rochers aux formes originales. Créé en 1044, le jardin du pavillon des Vagues est lui le plus ancien des jardins de Suzhou. À la différence des autres jardins qui constituent leur paysage en s'appuyant sur les étendues d'eau, le jardin du pavillon des Vagues consacre une grande partie de sa superficie aux collines artificielles. Elles sont parsemées de pavillons et de galeries qui serpentent entre rocailles et arbres qui captivent les visiteurs par leur charme exceptionnel. Dans l'un des pavillons sont exposées 125 stèles où sont gravés les portraits de 594 personnages ayant un rapport avec Suzhou depuis 2500 ans. À Suzhou, les jardins classiques sont un véritable chef-d'œuvre du dessin paysager chinois. L'art, la nature et les idées se mêlent harmonieusement pour créer des ensembles d'une grande beauté et d'une harmonie respirant la sérénité. Au même titre que la calligraphie ou la poésie, l'art des jardins appartient aux arts sacrés chinois. Situé dans la partie centrale de Suzhou, le temple de Confucius a été construit en 1035 par le préfet de la ville. Il combinait la fonction de centre de formation des fonctionnaires de l'État avec celle d'un temple. Le bâtiment principal abrite un nombre important d'inscriptions qui reprennent des pensées du philosophe gravées sur des stèles. À l'intérieur trône une statue du maître qui vécut autour de l'an 500 avant Jésus-Christ. Confucius est le personnage historique qui a le plus marqué la civilisation chinoise. Il est considéré comme le premier éducateur de la Chine en prônant des valeurs dont le but est l'harmonie des relations humaines afin de vivre en bonne société avec ses semblables. Sienne est une ville italienne de Toscane qui compte aujourd'hui 55 000 habitants. La ville est célèbre pour sa richesse architecturale et artistique et elle figure dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon la légende, Sienne fut fondée par Sénus et Ascus, les fils de Rémus, le fondateur de Rome, avec son frère Romulus. Sénus et Ascus durent fuir la ville antique sur 2 chevaux donnés par Apollon et Diane, l'un blanc et l'autre noir, pour échapper à la fureur de leur oncle Romulus. Ils s'arrêtèrent ici et fondèrent la ville de Sienne. Les couleurs blanc et noir de leurs chevaux devinrent alors les couleurs de la ville. Au 7e siècle, la ville se développe à l'époque des rois lombards et, devenue cité libre et indépendante, elle devient la grande rivale de Florence qu'elle tient longtemps en respect. Cette rivalité avec la belle Florence se retrouve dans la richesse de son patrimoine. Le bâtiment le plus emblématique de la ville de Sienne est certainement la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, appelée couramment Duomo, le dôme. Perchée sur une colline, elle domine le centre historique de la cité. Le Duomo est l'une des plus étonnantes églises d'Italie. Caractérisée par ses pierres et son marbre blanc, noir et rouge,
Elle fut construite de 1136 à 1382. La façade réalisée à partir de dessins de Giovanni Pisano est composée de 3 portails et colonnades décorées de fines sculptures. Les 3 mosaïques dorées des 3 pinacles sont récentes. Elles ont été exécutées à Venise en 1878 d'après les cartons d'Alessandro Franchi. La principale montre le couronnement de la Vierge et celle de droite, la Nativité. La cathédrale est caractéristique de l'art local de l'époque. Construite en 2 étapes, elle combine des éléments de style gothique français mélangés avec de l'architecture romane toscane et classique. La porte centrale en bronze a été refaite au XXe siècle. Elle est coiffée par un soleil, en bronze également. Sur la façade, les décorations et les chefs-d'œuvre foisonnent, peut-être à l'excès. À l'étage, la statuaire est gothique. Les statues des patriarches dans les niches et autour de la rosace sont des œuvres non attribuées. Presque toutes les statues ornant la cathédrale sont aujourd'hui des copies, les originaux étant conservés au musée du Duomo. Les sculptures du rez-de-chaussée sont, elles, romanes. Les personnages parmi les feuilles d'acanthe représentent des prophètes, des philosophes, des apôtres, et ils ont été réalisés par Giovanni Pisano et ses élèves. La nef de près de 90 mètres de longueur est célèbre par son utilisation du marbre noir et blanc. Cette division horizontale en noir et blanc rappelle bien évidemment les armoiries de la ville de Sienne. Les piliers formés de bandes alternées soutiennent des arches en plein cintre, au-dessus desquelles se trouvent 171 bustes représentant les papes, les vertus chrétiennes, les évangélistes et les prophètes. Le tout agrémenté de fines décorations. L'intérieur du Duomo donne véritablement l'impression d'un trésor. Cette impression est accentuée par le magnifique dallage, un pavement de 3000 m² avec ses 37 marqueteries de marbre qui représentent plus de 60 scènes bibliques et des sibylles. Dans l'Antiquité classique, la sibylle était une vierge douée de vertus prophétiques. Ici, la sibylle gréco-romaine réalisée par Nerocho di Landi a une silhouette élégante. Sa physionomie absorbée est surmontée d'une chevelure couronnée d'un diadème. À ses pieds, un loup et un lion se donnent amicalement la patte. Il s'agirait d'une allusion au traité de paix signé entre Sienne et Florence. Lorsqu'on lève la tête, on s'aperçoit que le plafond lui aussi est entièrement décoré de marqueteries de marbre. Il a sans doute été réalisé en premier avant celle du sol. Hormis les sibylles, un second sujet s'organise autour d'un vaste cercle représentant la louve siennoise allaitant les jumeaux Sénus et Ascus, les fondateurs de la ville. La scène est entourée des animaux totémiques des 8 cités alliées. La licorne de Viterbe, la cigogne de Pérouse, le lion de Florence, le lièvre de Pise, l'éléphant de Rome, le cheval d'Arezzo, ainsi que la panthère de Luc Éloi d'Orvieto. Cet ensemble, dont l'auteur est inconnu, remonterait à 1373. Dans la section transversale, l'inspiration n'est plus l'Antiquité, mais elle est due à des thèmes tirés de l'histoire des Hébreux. Il s'agit de grandes scènes, tant par leur dimension que par leur richesse narrative débordante de personnages. La première scène est la fuite d'Hérode, une grande scène réalisée en 1485 par Benvenuto di Giovanni, qui raconte la fuite du roi Hérode de Jérusalem trahi par ses alliés. Il livra alors l'une de ses plus grandes batailles pour mettre sa famille à l'abri. Le centre du panneau est occupé par une bataille rangée, un thème assez rarement traité dans la peinture siennoise. C'est une œuvre qui fait référence aux rêves de grandeur et de puissance de Sienne, à l'époque l'état le plus puissant de Toscane, et qui évoque et magnifie, à travers les batailles menées par les Hébreux, ses propres combats. L'aperçu de la ville en bordure de la mosaïque rappelle Sienne et ses remparts. Le thème du massacre des innocents a probablement été choisi en raison de sa compatibilité avec les autres scènes. De plus, il colle à l'actualité de l'Italie d'alors. En effet, au moment de la réalisation de cette partie du pavement, le sud de l'Italie était sous le choc des horreurs des envahisseurs ottomans musulmans. Ici,
L'on voit donc le massacre des nouveau-nés, suite à l'annonce de la naissance prochaine de Jésus, le futur roi des Juifs. Certains ont également noté que cette représentation illustrait aussi la fin glorieuse, mais traumatique, de l'indépendance de Sienne. Le baptistère San Giovanni, lui, est l'un des endroits les plus sacrés de la cathédrale. Il se trouve sous le chœur. Ces fonds baptismaux ont été réalisés en marbre, en bronze et en émail entre 1417 et 1431 par les maîtres sculpteurs de l'époque, Donatello, Lorenzo Ghiberti, Giovanni di Turino et Goro di Nerocchio. C'est Ghiberti qui réalisa ce panneau montrant Saint Jean-Baptiste capturé et conduit devant Hérode. Donatello, lui, sculpta cette vertu, incarnant le pardon ou la confiance. À ses côtés, un autre bronze de Lorenzo Ghiberti représentant le baptême du Christ. Cette autre vertu symbolise la justice. Le troisième bronze de Giovanni di Turino montre la naissance de Saint Jean-Baptiste. C'est Donatello qui réalisa ce bronze montrant la présentation de la tête de Jean-Baptiste à Hérode. La vertu représentant l'espoir a également été sculptée par le maître florentin de la Renaissance. Si le Duomo est une merveille architecturale, il regorge également de trésors artistiques qui montrent la puissance et la richesse atteinte par Sienne, la grande rivale de Florence.